Bonjour à tous. Alors, on espère que vous nous entendez bien. On est très heureux que vous soyez aussi nombreux ce soir. On est déjà 80, il y a peut-être des personnes qui vont encore nous rejoindre. Euh, ce soir, alors déjà juste, on va vous demander de bien couper vos micros pour qu'on puisse s'entendre, s'il y en a qui n'ont pas éteint. Et bienvenue pour cette soirée, qu'on fait un peu plus tard que la journée des 10. La journée des 10, c'était le 10 octobre. Mais voilà, on voulait quand même faire un événement parce que ça nous tient à cœur. Et on a décidé cette année de parler des troubles 10 chez l'adulte, parce que quand on pense aux troubles 10, souvent on pense aux enfants. Mais les adultes aussi peuvent avoir ces troubles-là. Donc on s'est mis en contact avec Agnès Vitko et Audrey Mazur-Palandre, qui connaissent bien ce sujet et qui vont pouvoir vous en parler. Elles ont l'habitude de travailler ensemble. Elles ont déjà fait de conférences en binôme. Audrey Mazur-Palandre est chercheuse et ingénieure de recherche à l'Université de Lyon, au laboratoire ASLAN et au laboratoire CNRS Picard. Agnès Vitko, quant à elle, est maître de conférences en sciences du langage et orthophoniste. Donc la soirée se passera en deux temps. D'abord une communication et un échange entre Agnès Vitko et Audrey Mazur-Palandre, et puis un temps de questions et d'échanges entre le public et les professionnels. Pour cela, donc on va voir selon le nombre que vous êtes, etc., pour gérer la communication. Peut-être vous pourrez indiquer votre nom dans le chat et on vous donnera la parole, mais si le son est trop compliqué, vous pourrez écrire votre question dans le chat. On verra comment ça se passe sur le coup, si les connexions passent bien et si on vous entend bien. Donc voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. On peut laisser la parole à présent à Audrey Mazur-Palandre et Agnès Vitko. Audrey, Oui, on avait décidé de se présenter. Je te laisse démarrer. simplement, j'ai pas l'affichage des slides. Je ne sais pas si tu les as lancés. Pardon? Non, 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 je parlais de nous présenter mutuellement. D'accord. Bon, alors très bien. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup à l'association de nous avoir permis de prendre la parole ce soir. C'est avec plaisir qu'on intervient avec Agnès. Voilà. Comme cela vient d'être dit, on a plutôt l'habitude de travailler ensemble et de faire des présentations. Donc c'est un peu un challenge hein, quand même parce que on n'en avait jamais fait. Voilà. Donc il y a un début à tout. Donc je suis donc Audrey Mazur-Palandre, ingénieure de recherche au Centre d'excellence ASLAN et du laboratoire CNRS-ICAR et ma formation initiale, c'est donc le développement du langage oral et écrit chez l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte. Et depuis une petite dizaine d'années, je me penche aussi sur la dyslexie et principalement la dyslexie à l'âge adulte et donc son impact sur la production écrite et orale du langage. Voilà. Et il y a plusieurs années, j'ai été amenée à collaborer avec Agnès et c'est un vrai plaisir de travailler avec Agnès pour différentes raisons, mais je crois aussi que ce qui est important dans notre collaboration, c'est la double casquette d'Agnès, qui est à la fois chercheuse et à la fois clinicienne. Et c'est un peu ce qui me manquait pour, dans mes projets, dans mes analyses, et donc je suis ravie de collaborer avec quelqu'un qui a cette casquette clinicienne. Et on va essayer dans cette présentation de vous montrer l'avantage de travailler comme ça, à la fois en recherche et en clinique. Allez, je te laisse compléter. Merci Audrey. Alors, je ne sais pas si vous entendez comme moi plein de petits bips. Voilà, j'entends plein de petits bruits. Alors, Agnès Vitko, donc je suis maître de conférence et orthophoniste, ce qui veut dire que je partage mon temps
entre l'enseignement à l'université, entre la recherche au laboratoire dynamique du langage et donc la pratique clinique que je pratique dans une association. Alors, j'ai été pendant 13 ans responsable des mémoires au département d'orthophonie pour vous dire que ça me tient vraiment à cœur de communiquer avec les étudiants sur la recherche. C'est vraiment important de voir comment on peut trouver des ressources au niveau de la recherche. Et ce soir, c'est vraiment comment dire, un vrai défi de le faire en direct avec des étudiants, avec cette interaction que l'on va pouvoir faire toutes les deux. Voilà, je pense que l'on peut commencer. Alors, ce que je vais faire, je vais partager un diaporama et j'espère que les petits bips vont se calmer. Je pense que c'est les connexions, en fait. D'accord, alors c'est bon signe. C'est ça, mais bon, ça va être un vrai défi d'attention, en fait, parce qu'il va falloir qu'on fasse… Alors, je vais partager un diaporama. Excusez-moi. Oui, Dis-toi. En fait, vous avez la possibilité de désactiver ces petits bips. ah, où? Je pense que c'est Madame Visto qui va pouvoir le gérer puisqu'elle est organisatrice. Il me semble que ça doit être dans audio en haut Ok, et il faut désactiver les tonalités d'entrée et de sortie. j'y suis. Audio. Il n'y a pas marqué ça. Alors, paramètres. Ou alors participant, ouais, c'est dans participant, pardon. Ah, d'accord. Alors, attendez. Participant et vous avez tonalité d'entrée et de sortie. Ah oui. Ah, super. Ok. Et là, il faut juste le désactiver et du coup, on n'aura plus ces bips. Je pense que c'est bon. J'ai désactivé. Parfait. Ah oui, parfait. Merci. Ah, merci beaucoup pour votre intervention. Alors, on va repartir sur le diaporama. Et donc, je vais donner la parole à Audrey pour démarrer. Donc, voici le titre de notre intervention. Recherche et expertise clinique pour une meilleure compréhension et prise en soin de la dyslexie développementale. On va commencer notre présentation quand même avec un rappel de la définition de la dyslexie. Donc, j'attends la prochaine slide. Il y a toujours un temps de latence. Désolée. Donc, voilà, la dyslexie fait partie des troubles spécifiques des apprentissages qui font partie des troubles neurodéveloppementaux. La dyslexie apparaît donc comme la manifestation la plus fréquente des troubles spécifiques des apprentissages. Agnès, tu peux faire apparaître le texte ou alors ça met du temps chez moi, je suis désolée. Voilà. Et on peut définir la dyslexie comme un profil d'apprentissage caractérisé par des difficultés à reconnaître des mots courants de façon exacte ou fluide et par de faibles habilités de décodage et d'orthographe. Et la plupart du temps, on a même une dysorthographie associée. Alors, on va aussi insister sur le fait qu'il y a quand même une grande hétérogénéité des dyslexies. Il n'y a pas une dyslexie, mais différents types de dyslexie. Et on peut presque dire qu'il y a autant de dyslexie que de dyslexiques. Alors ainsi, la dyslexie va empêcher la mise en place d'un système de décodage de l'écrit en raison d'un processus d'identification des mots qui ne va pas être suffisamment automatisé. Et comme ce n'est pas suffisamment automatisé, il va avoir un impact sur le lire et écrire. Et donc, on va avoir moins de ressources cognitives pour l'élaboration d'une représentation mentale du contenu sémantique des phrases et du texte, donc le sens en lecture, et la construction et la structuration du texte en production écrite. Alors, j'avais mis une petite animation qui ne fonctionne pas là sur le WebEx, mais vous devez la connaître. C'est un petit texte qui bouge et qui peut donner l'idée de ce que peut ressentir une personne dyslexique face à un texte écrit. Alors, après cette définition, on voulait revenir sur des interventions que nous avons faites récemment. Alors, nous avons réfléchi sur deux plans. Dans un dossier que nous avons écrit pour l'orthophoniste, où on a voulu vraiment expliquer que la dyslexie chez l'adulte, c'est toujours un trouble qui est très déroutant parce qu'on essaie de voir un petit peu comment trouver des leviers, mais la dyslexie est persistante et toujours là, alors que la personne
fait des apprentissages, a un développement intellectuel tout à fait normal. Donc, on a écrit ce dossier pour montrer que la place de l'écrit dans la société est tellement importante que les personnes dyslexiques se retrouvent en difficulté tout au long de leur vie, tout au long de leur carrière professionnelle, parce qu'il faut absolument trouver des moyens pour pallier à toutes ces difficultés. Et puis, en début d'année, on a eu la chance de pouvoir organiser ce colloque sur la dyslexie à l'âge adulte. Et on a pu justement aller sur plusieurs thèmes, notamment revenir sur le parcours de la personne dyslexique adulte. Ça, c'est une thématique que l'on travaille dans une étude en cours qui s'appelle Parvidis. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler sur l'environnement de la personne dyslexique et de voir un petit peu comment on peut trouver justement des acteurs qui vont aider les personnes dyslexiques à se construire et à trouver des moyens d'évoluer dans la société avec ces problèmes d'échec à répétition, parfois de dévalorisation. Et souvent, l'expression qui est revenue dans les parcours des personnes, c'est le parcours du combattant. Donc, il ne suffit pas de poser un diagnostic, c'est-à-dire qu'au fil des années, on a des exigences et des enjeux qui sont différents. Et il se trouve qu'il faut trouver soit des spécialistes en santé, soit des personnes dans la société, soit des aidants qui sont là pour donner des solutions et pour apporter des accompagnements et des aides. Donc, voilà, on a fait ces deux travaux-là. Alors, on avait l'intention au départ d'être dans une salle avec vous et de discuter au préalable des questions que vous pourriez vous poser par rapport à la dyslexie adulte. Alors, ce qu'on s'est dit en préparant le diaporama, c'est que si vous vous posez des questions ou si vous avez des réflexions, ça peut être intéressant de les préparer. Et puis, nous avons à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure après notre exposé pour discuter, mais on pourra bien sûr revenir sur des questions que vous auriez sur ces parcours de personnes dyslexiques. Alors maintenant, on va essayer de rentrer dans le détail avec une question, avec une description des difficultés, mais pas seulement une description des difficultés, on va essayer de décrire ces problèmes et en même temps de faire des hypothèses sur qu'est-ce qui peut aider ces personnes en clinique. C'est l'idée qu'on a de mettre en relation les connaissances qu'on aurait dans des revues littérature et des mises en lien avec des actions ou des raisonnements cliniques. Alors, d'après les enquêtes, on peut noter que les adultes dyslexiques vont se plaindre de différents types de difficultés. Alors, notamment, ils vont se plaindre d'avoir une lecture qui est trop lente. Ils vont se plaindre aussi d'avoir des problèmes de compréhension en lecture. Alors, est-ce qu'on parle d'un déficit de compréhension ou plutôt d'un effet secondaire de la dyslexie, d'un problème de décodage qui entraîne un problème de compréhension? Mais ils vont pas se plaindre seulement de la lecture, ils vont se plaindre aussi de la production écrite, avec des difficultés, bien entendu, en orthographe, mais pas seulement, aussi en syntaxe, en organisation textuelle, en relecture. Enfin, on a des plaintes qui concernent vraiment tous les aspects de la production écrite. Ils vont également avoir des plaintes qui concernent la concentration, mais aussi l'organisation de leur travail, de leur emploi du temps, et des difficultés pour prendre entièrement les cours en prise de notes. Alors évidemment, on peut bien imaginer que quand on a une dyslexie qui a un impact sur le lire et écrire, eh bien suivre un cours avec l'oral du professeur, lire un PowerPoint et prendre des notes, évidemment, ça commence à être compliqué. Et puis beaucoup se plaignent aussi de l'apprentissage de l'anglais. Beaucoup de personnes que nous avons interrogées aussi, et pas que nous, il y a toute une littérature internationale, parlent aussi d'une fatigabilité importante. Voilà, qu'à prendre en considération, notamment lors des partiels, lors des évaluations. Et puis, ils ressentent beaucoup un manque de temps pour les tâches demandées dans la réalisation de ces tâches. Donc, on vous a mis aussi quelques références au niveau sur les slides, des références internationales. Alors, ces ressentis
vont être en grande partie confirmées par des expérimentations et des expérimentations dans différents types de disciplines, que ce soit en psychologie, en neuropsychologie ou en psycholinguistique. Et donc, oui, les analyses montrent que, en effet, au niveau de la lecture, les personnes dyslexiques vont avoir une lecture plus lente que les adultes typiques appariés. Et puis, ils vont faire également plus d'erreurs que les adultes typiques appariés. On est allé aussi voir ce qui se passait au niveau du système attentionnel. Alors, ce qu'on a pu trouver, c'est que finalement, il n'y avait pas un système attentionnel pathologique, mais atypique. En tout cas, il y a une différence entre les étudiants, les personnes dyslexiques et les personnes non dyslexiques, avec marquées par un trait d'impulsivité. Donc, ils sont très sensibles à la distractibilité. On peut penser par exemple en cours, s'il y a des travaux à côté de la salle de cours, eh bien, ça peut vraiment les gêner. Et puis, avec un manque de maintien de l'attention dans des tâches longues et monotones. Alors, ce n'est pas pathologique, on ne parle pas de TDAH, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe au niveau du système attentionnel. Alors, justement, on va commencer à faire des liens avec des questions cliniques. Quand on prend connaissance des éléments que l'on vient d'évoquer, cela veut dire qu'il va falloir, chez un adulte, faire une anamnèse très détaillée de son histoire et du parcours qu'il aura vécu pour avoir une idée de l'histoire du patient. Alors, dans cette question de l'anamnèse, on va vraiment s'attacher à repérer des antécédents familiaux et personnels, voir un petit peu si dans la famille proche et éloignée, il y a eu des histoires ou des complications dans le passage et l'apprentissage du langage écrit. Ensuite, cette anamnèse, on va s'intéresser vraiment au développement de la personne, c'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir des informations sur le développement précoce, sur le début du langage, sur le langage à l'école, le langage avec les pairs, etc., etc., et voir un petit peu comment l'enjeu notamment du cours préparatoire va se passer, dans quelles conditions l'entrée dans l'écrit va pouvoir se réaliser. Ensuite, on va être attentif chez la personne dyslexique adulte à son parcours de santé, à son parcours de soins, parce que cette personne aura pu rencontrer des soignants et différents types de spécialités. Il peut y avoir vraiment tout un ensemble de professionnels de santé qui travaillent sur la dyslexie. Donc là, on va essayer de récolter des informations et pour savoir un petit peu la durée des soins, les périodes de soins, est-ce que c'est à des moments précis, notamment dans les moments précis, on se rend compte que toutes les périodes d'orientation, c'est-à-dire le passage en sixième, le brevet, le passage au lycée, l'arrivée à l'université, des évaluations précises. Alors, c'est vrai que dans la pratique clinique, on parle beaucoup de tiers-temps et on a l'impression que c'est une question essentiellement administrative, mais il faut bien se rendre compte que tout ça, ça fait partie d'un parcours de vie. Et le dernier élément d'anamnèse, c'est bien sûr la scolarité, avec à la fois les périodes d'orientation, de transition, les périodes d'examen qui sont très, très chargées, parce que sur le plan des émotions, c'est des périodes difficiles. Et évidemment, la vie professionnelle, parce que la vie professionnelle peut amener vraiment la personne à être évaluée à certains moments de sa vie professionnelle. Et cette question de l'évaluation au sein même de la vie professionnelle est très, très anxiogène et demande vraiment une attention particulière. Donc, ce qui veut dire, c'est que, tout ce que veut dire cela, c'est qu'il faut vraiment se donner des stratégies pour recueillir des informations. Donc, à la fois des informations sur le parcours de vie, mais ensuite des informations plus ciblées au niveau linguistique et au niveau cognitif. Alors, par rapport à la revue de littérature, vous avez donc pris connaissance qu'on remarque que les personnes dyslexiques ont des freins en lecture. Donc, on note dans la littérature une lecture plus lente et moins précise. Alors, quelles questions cela pose sur le plan du raisonnement clinique? Donc, cela veut dire qu'il va falloir faire une évaluation du déficit structurel,
c'est-à-dire quelles sont les unités linguistiques qui posent problème dans l'accès à l'écrit. À ce moment-là, on va travailler avec différents types d'épreuves. Par exemple, une épreuve de texte qui n'aura pas de sens. Et là, on va vérifier si le mécanisme d'identification des mots écrits fonctionne. Ensuite, on va comparer avec une étude de texte qui aura plutôt du sens. Et à ce moment-là, on verra comment fonctionne l'identification. Est-ce qu'on aura une fluidité? Et justement, est-ce que le support sémantique va permettre de compenser et du coup amener à une certaine forme de compréhension, même si l'identification des mots manque en rapidité et manque en précision? C'est souvent ce qu'on constate chez des personnes dyslexiques, c'est qu'il y a des moyens de compensation qui se mettent en place. On va vérifier ensuite comment la lecture de pseudomots montre que la voix phonologique fonctionne et comment la lecture de mots montre que la voix plus lexicale fonctionne, comment les mots sont reconnus, est-ce que les mots longs sont reconnus, est-ce que les mots consistants sont reconnus, etc. Et tout cela, on va le vérifier dans la production orthographique et dans l'écriture. Dans l'écriture, on va vérifier l'écriture de pseudomots, de mots et de phrases sous forme de dictée. Donc, vous voyez que quand on a cet aspect lecture, du côté de la clinique, on va aller fouiller avec un ensemble d'outils qui sont tout à fait spécifiques. Au niveau du système attentionnel, je dirais que on apprend là, dans la revue de littérature qu'il est atypique. Alors, à ce moment-là, on va aller chercher dans le parcours de vie, dans le parcours de santé, et on va aller être plus attentif tous les éléments développementaux qui feront penser à une problématique attentionnelle. Hein. Donc, ça s'appelle la recherche d'un trouble comorbide, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a un trouble d'identification des mots du langage écrit, peut-être qu'il y a une dyslexie, mais en même temps, il pourrait y avoir un trouble déficitaire de l'attention, il pourrait y avoir d'autres troubles neurodéveloppementaux. Le dernier point que nous montre la revue littérature, c'est qu'on note une fatigabilité importante et du coup, un manque de temps pour les tâches demandées. Alors, la troisième chose auquel on va penser sur un plan très clinique, eh bien, on va demander comment la dyslexie gêne sur le plan fonctionnel. Est-ce que ce problème d'écrit peut gêner dans les situations du quotidien et encore plus dans des situations contraignantes, professionnelles ou académiques? Alors voilà, là on a parlé des ressentis qui étaient liés à la lecture et qui ont été confirmés par des expérimentations en psychologie, neuropsychologie et psycholinguistique. Et maintenant on va parler de l'écriture. Et en effet, plusieurs analyses et au niveau de la revue de la littérature, on trouve des travaux au niveau international, hein, pas seulement en France. Eh bien, on trouve que en effet, les personnes dyslexiques vont, par exemple, produire moins de mots polysyllabiques. Ils vont avoir un système de conversion phonème-graphème qui n'est pas entièrement automatisé. Et on va trouver dans les copies des étudiants dyslexiques beaucoup plus d'erreurs orthographiques que dans les copies des adultes non dyslexiques appariés. Il y a des chercheurs qui parlent même d'un déficit de mécanismes d'identification des erreurs. Horowitz et Bretznitz parlent de ce déficit-là et qui aurait donc un impact sur la gestion des erreurs orthographiques, mais aussi un impact sur le processus de révision qui alors est moins performant. Donc, le processus de révision, c'est le fait de se relire, de relire son propre texte et de se corriger. Les analyses montrent aussi des difficultés avec le lexique, avec des confusions de mots monosyllabiques, l'omission de mots dans des phrases, l'utilisation d'un vocabulaire qui est parfois inadapté. Et puis, ce qu'on va avoir aussi en écriture, c'est une vitesse de production qui va être aussi inférieure aux adultes typiques appariés. Alors, même raisonnement,
là, on vient de voir avec la revue de littérature des freins en écriture. Alors moi, j'ai repris cette revue de littérature et je me suis posé des questions au niveau clinique. Ce qui nous amène finalement à organiser un petit peu tous ces éléments pour voir comment est-ce qu'on peut agir dans un second temps. Alors, quand on a un système de conversion phonème-graphème qui n'est pas entièrement automatisé et une vitesse de production qui est inférieure pour les adultes dyslexiques par rapport à des adultes typiques, alors on va évaluer très précisément le mécanisme de transcription. C'est-à-dire qu'on va repérer dans un écrit surtout les erreurs phonétiques, c'est-à-dire comment est-ce que la transcription des phonèmes, des sons en lettres et en graphèmes va être possible. Est-ce qu'on aura quand même cette possibilité de transcription phonétique? Ensuite, on se rend compte qu'on a des productions qui sont moins importantes pour des mots, on va dire à partir de 3 syllabes, 3, 4 syllabes. Et ça, on le retrouve très, très vite, notamment chez des adolescents dyslexiques. Donc, on va regarder en fonction du type de mot, qu'est-ce qu'on a comme type d'erreur. Et l'effet de longueur des mots est un effet à prendre en compte. Il n'y a pas que cet effet de longueur, il y a l'effet aussi de consistance. Est-ce qu'on aura un mot régulier ou non régulier? Et il y a un troisième effet qui est l'effet de fréquence, c'est-à-dire des mots rares ou des mots fréquents. Voilà, donc ça veut dire qu'on est obligé de classer les mots parce que le trouble d'identification des mots n'est pas le même selon les mots et ne renverra pas au même type de difficulté. Pareil, quand on voit qu'on a un nombre d'erreurs orthographiques qui est supérieur à des adultes typiques et qu'on a des difficultés avec le lexique, eh bien, on va aller plus loin que repérer des erreurs phonétiques. On va repérer essentiellement 3 types d'erreurs orthographiques, des erreurs phonétiques comme on vient de le voir, mais aussi des erreurs lexicales qui montreront justement que le mot a été mal encodé en lecture dans le processus soit de conversion graphème-phonème, soit aussi dans la segmentation. On peut avoir aussi des mots mal segmentés. Donc, on va repérer ces erreurs lexicales qui sont surtout au niveau des mots. Et bien évidemment, on va regarder aussi les erreurs grammaticales, c'est-à-dire que Audrey parlait tout de suite de syntaxe, donc on va regarder justement si les règles de combinatoire qui entraînent des marquages au niveau des morphèmes sont respectées ou pas. Et c'est vrai que si, par exemple, il y a peu de fautes grammaticales, ça voudra dire que la personne a un point d'appui, notamment au niveau de la morphologie flexionnelle. Donc, vous voyez, ces 3 types d'erreurs, phonétiques, lexicales, grammaticales, sont très différentes, pas du tout équivalentes, et il faut les regarder avec intérêt. Enfin, dernier point, quand on parle du déficit de mécanisme d'identification des erreurs ou du problème de relecture et de révision, eh bien, l'important à ce moment-là, ça va être de discuter avec son patient pour voir un petit peu comment, sur le plan métacognitif, il va pouvoir je dirais, dompter cet écrit qui lui échappe et qui lui joue des tours sans arrêt. Voilà, donc vous voyez que par rapport à la revue de littérature, on va mettre en place des stratégies cliniques qui sont tout à fait orientées et qui répondent à certains constats, notamment faits dans la recherche. Alors, pour terminer avec l'inventaire des difficultés qui sont persistantes, eh bien, on va aller sur le versant plus, je dirais, psycho-affectif, puisque le suivi d'adultes dyslexiques nous montre que quelque chose qui reste très prégnant, c'est un sentiment d'insécurité. Je dirais même un sentiment d'insécurité linguistique, parce que le langage écrit fait défaut, alors que le langage oral allait très bien. Un fort sentiment de stress, d'anxiété, de peur, qui en plus augmente et rajoute de la tension, avec l'idée que la dyslexie entraîne beaucoup de sentiments négatifs. Et au final, on peut être dans une difficulté à gérer les émotions à l'âge adulte parce que justement,
on a cette espèce de bagage qui fait que on va faire des erreurs, on va pas être comme il faudrait, etc. En plus, on se rend compte que la dyslexie a un impact sur le quotidien, hein, et peut gêner, par exemple, pour se repérer, pour lire un document. Il peut y avoir des contresens, des malentendus qui sont liés à la dyslexie. Et au final, on se rend compte que les adultes sont peu nombreux à estimer compenser leur dyslexie, 15%, hein, donc c'est vraiment des chiffres qui sont peu importants. En revanche, par rapport à tout ça, on retrouve dans la littérature des leviers, des ressources, c'est-à-dire des qualités communes, et on trouve le terme de résilience. Alors bon, j'avais défini ce mot lors du colloque du mois de janvier, hein. Cette idée de résilience, c'est de dire qu'il y a des qualités telles que la persévérance, le sens des responsabilités, l'envie d'aider, une certaine force de caractère, et l'idée que de toute façon, il va y avoir des solutions, et que tout cela, ça permet d'aller de l'avant et au final de passer par-dessus des entraves qui peuvent être très, très gênantes. Alors, on remarque par la revue littérature, il y a des freins psychosociaux qui sont relativement importants. Donc voilà, tout ce que je viens de dire, insécurité, stress, auto-évaluation négative. Alors, pour essayer d'évaluer tout cela, on a de plus en plus des questionnaires, hein, des questionnaires qui sont beaucoup utilisés en clinique, et il va falloir différencier qu'est-ce qui relève de l'insécurité, est-ce qu'il y a d'autres facteurs confondants, est-ce qu'il y a d'autres facteurs de risque, voir si on est dans une question qui est de l'ordre du stress ou qui est de l'ordre de l'anxiété. Alors, si on va du côté de l'anxiété et de la peur, on est sur des choses qui sont plus sérieuses, et il va falloir gérer ça vraiment sur le plan d'un travail clinique, hein. Donc, il faut essayer de mesurer également la réactivité émotionnelle, puisqu'on peut avoir des personnes, en tout cas, moi j'ai des adultes dyslexiques qui se décrivent comme ça, qui disent « Ah, mais on me dit à fleur de peau, hein ». Donc voilà, il y a cette réactivité qui semble un peu prédominante dans certaines situations, mais qui en tout cas se retrouve dans cette question de vivre la dyslexie. Quand on voit un fort impact de la dyslexie sur le quotidien, eh bien l'idée c'est de regarder les questionnaires de qualité de vie pour justement comparer. Est-ce qu'il y a des problèmes dans le quotidien, dans la vie affective, sociale et professionnelle, hein? Les questionnaires de qualité de vie sont de plus en plus pratiqués parce qu'on est à un moment de l'histoire de la santé publique où le patient prend une place qui est la sienne en termes de témoignage, justement sur qu'est-ce qui peut poser problème pour la qualité de vie. Et au niveau des qualités communes, alors c'est vraiment les travaux de Haft et collaborateurs qui montrent vraiment des facteurs de protection, appelés aussi des facteurs de résilience, dont je viens juste de parler, et du coup, on va pouvoir continuer. Audrey, il n'y a pas votre micro. Eh bien oui, parce que je le coupe et après j'oublie de le remettre. Merci beaucoup. Donc, alors, ce que je disais, c'est que du coup, ce qu'on aimerait vous montrer maintenant, ce sont des données et de voir comment on exploite de telles données en recherche et comment on peut les exploiter aussi en clinique. Là, les retours recherche clinique. Donc, on va vous présenter des données issues du projet Flexidys, Flexibilité linguistique des étudiants dyslexiques, qui est un projet lyonnais financé par le CNRS, l'École normale supérieure de Lyon, l'URPS aussi, je crois. Enfin voilà, on a différents types de financeurs. Et donc, ce projet est
est issu aussi de projets antérieurs, hein. Mais en gros, il y avait plusieurs phases. Il y avait une phase de questionnaire assez large, hein. C'était pour collecter les ressentis des étudiants dyslexiques dans les établissements d'enseignement supérieur de l'Université de Lyon. Ensuite, on faisait des bilans. Alors, parmi les personnes qui avaient répondu au questionnaire, on demandait aux personnes dyslexiques et contrôle, hein, s'ils voulaient continuer l'aventure, et ils pouvaient donc passer des bilans orthophoniques et neuropsychologiques, et puis ensuite des expérimentations psycholinguistiques. Donc, ces projets, ils ont quand même l'avantage d'avoir une complémentarité, hein, dans les analyses, puisqu'on est face à différents types de données. Et aujourd'hui, on aimerait vous parler des données textuelles, de la production textuelle. Donc, comme vous pouvez le voir sur les photos, pour les étudiantes ou les étudiants, on les faisait produire à l'oral et à l'écrit de manière assez écologique. C'est-à-dire que, voilà, comme vous le voyez sur les photos, il n'y a pas forcément un appareillage lourd sur la personne. Et à l'écrit, la seule différence, c'est que, comme vous pouvez le voir sur les photos, on les faisait écrire sur des tablettes graphiques, ce qui nous permettait, nous, de récolter le texte et après de pouvoir traiter les analyses, les textes. Et donc, on leur a fait produire, chaque individu a produit 4 textes, un texte narratif oral, un texte narratif écrit, un texte narratif expositif oral et un texte expositif écrit. Donc, on a 172 textes élicités. Au niveau de la population, alors élicités sur une même thématique, les problèmes entre les gens, les conflits. Sur la population, là, on va vous présenter quelques analyses qui ont été faites sur 21 étudiants dyslexiques et 21 étudiants appariés en âge, en genre, en niveau d'études. Ce sont tous des francophones natifs monolingues et on a exclu toute personne présentant d'autres troubles. Donc là, on a affaire à une population dyslexique dysorthographique. Quand c'était des multidys ou quand il y avait du TDAH, par exemple, on les prenait pas en compte, en tout cas dans cette étude-là. Alors donc, on a collecté des données, hein, des données orales, on a enregistré au niveau audio et vidéo les individus, et ensuite ces données, il y a eu un traitement des données, une numérisation, et puis on les a transcrites. Ça veut dire qu'on a écrit tout ce qu'on entendait. On est d'abord passé par un logiciel qui s'appelle Transcriber, dans lequel on a intégré les conventions Childus. Si vous avez eu CLAN en cours, hein, ça doit vous parler. Et ensuite, on a transféré toutes ces données dans CLAN pour les analyser. Donc ça, c'est pour vous montrer un peu toutes les étapes. Une fois qu'on a les données, ça prend du temps de déjà traiter les données pour ensuite les exploiter. Ensuite, on a les données écrites. Donc, les données écrites, c'est ce que je vous disais, on peut le voir sur la photo. Donc, les personnes avaient une feuille et un stylo, mais écrivaient sur une tablette graphique qui était reliée à un ordinateur. Et donc, en fait, alors là, c'est dommage parce qu'avec le WebEx, on perd la vidéo, mais vous voyez sur l'image d'en dessous, on voit participant 68, on peut rejouer tout le texte, en fait. Et ça nous permet notamment de pouvoir travailler sur les processus en temps réel, les pauses, les révisions, le débit. Voilà, c'est des choses qu'on peut exploiter grâce au logiciel InPen. Et puis après, sous CLAN, que ce soit les données orales ou les données écrites, eh bien, on peut faire tout un tas de codages, hein, pour analyser les données. Donc, on avait d'abord fait un découpage en clauses, en unités terminales, donc ça veut dire la phrase, approximativement, c'est la phrase, parce que ce sont de très bons critères pour l'évaluation du développement syntaxique. Et voilà, on a utilisé des exports qui ont été mis en place par une collaboratrice en tout cas, Florence Chely. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de production textuelle qu'on a pu avoir du participant 34. Donc vous voyez, la personne a produit en 2015. On est maintenant en 2020. Et on a pu commencer à analyser en 2000, je dirais, le premier article, il doit être de peut-être 2017. Donc, ça peut vous montrer le temps qu'il nous faut entre la collecte des données, qui prend environ presque 1 an, et après le pré-traitement, juste la transcription. Et après, on code les analyses. C'est pour vous montrer que la vitesse de la recherche n'est pas forcément la même que la société et que du coup, il faut toujours trouver un peu un entre-deux et que c'est pas facile. Donc, voilà ce qu'on peut avoir. Alors là aussi, si on avait une vidéo, en fait, le logiciel InPen nous permet de voir le jeu de la production écrite, quand est-ce que la personne s'arrête, quand est-ce qu'elle corrige, quand est-ce qu'elle revient en arrière,
quand est-ce qu'elle fait des pauses, ainsi de suite. Donc, en fait, avec Agnès, on avait prévu à la base de vraiment travailler une production écrite ensemble pour vous montrer comment on pouvait exploiter ça d'un niveau recherche et d'un niveau clinique. On va faire un petit peu autrement et je passe la parole à Agnès. Alors, ce qui peut nous intéresser en passant du côté de la clinique, c'est de se dire, mais finalement, qu'est-ce que c'est qu'une situation écologique vraiment, ou qu'est-ce que c'est qu'une situation écologique? Alors, c'est vrai que moi, j'aborde cette question avec vous parce qu'il faut se poser la question, quand un patient est dans un bureau avec un ou une orthophoniste, ou quand, comme sur les photos, on a vu une jeune écrire voilà, pour une expérimentation, voilà, on est plutôt dans des situations semi-écologiques, alors que imaginez que telle personne soit en situation d'examen et doit rendre un écrit, à ce moment-là, on sera en situation écologique. D'accord? Donc, le degré d'écologie va varier selon le fait que la personne se trouve dans un environnement ou dans un autre. D'accord? Ensuite, on se rend compte que ces données-là, elles sont tellement complexes que le regard croisé, orthophonique, neuropsychologique et psycholinguistique permet d'aller dans toutes comment dire, les éléments, hein, parce que on ne recueille pas les mêmes observations si on fait un bilan orthophonique, si on fait un bilan neuropsychologique, ou si on va justement réécouter comment dire, une transcription CLAN, ou si on va revoir justement, grâce à la tablette graphique, où est-ce que la personne a été corrigée ses erreurs. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la recherche nous montre qu'on a deux sortes de données, c'est-à-dire qu'il y a eu des questionnaires, donc ce sont des données d'enquête, et ensuite, vous avez vu la diapo juste avant, c'était des textes. Donc, on a des données textuelles. Et c'est un petit peu ce qu'on a aussi en clinique orthophonique, c'est-à-dire qu'on va avoir des scores et des textes écrits, on aura fait faire une dictée, et en même temps, on pourra avoir posé des questions à la personne sur pourquoi il a écrit tel mot et pas tel autre. Et là, on va développer la fonction métacognitive. Donc, ce que je veux dire, c'est que les données se complètent. Hein, et que si on se focalise sur le résultat, c'est-à-dire les erreurs dans une dictée, eh bien, on va perdre une partie des stratégies et des processus qui ont entraîné soit un mot bien écrit, soit un mot incorrect. Alors, dans ces données, j'ai rajouté études de groupe et études de cas, parce que dans l'étude Flexidis, il va y avoir des études de cas. Vous avez vu 21 dyslexiques, 22 contrôles. Eh bien, quelque part en clinique, c'est pareil. On a on a une patientèle. Donc, la patientèle, ça veut dire qu'on va pouvoir comparer des personnes dyslexiques. On va comparer des adolescents, on va comparer et on va développer un savoir expérientiel avec les adolescents dyslexiques, avec les adultes, tout dépend. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire en clinique? Eh bien, on peut faire des études de cas, entre guillemets, mais c'est-à-dire qu'on va creuser l'analyse du bilan d'un patient particulier, parce que ce patient va nous interroger et on va se dire, mais en fait, pourquoi est-ce qu'il fait ça, etc., etc. Et on va voir justement pourquoi on peut être amené en clinique à creuser des cas. Et le dernier point qui me semble important pour mettre en avant les données, c'est que grâce à la tablette graphique, on peut avoir une idée de la chronométrie mentale. C'est-à-dire qu'en clinique, on peut faire qu'une analyse online. C'est-à-dire que quand on voit notre patient travailler, là, on va voir, tiens, il retourne en arrière pour corriger. Donc là, on a une analyse online. Et si l'orthophoniste ne prend pas des notes au moment où elle voit ce que fait le patient, eh bien, on perd l'information. En revanche, si on a une tablette graphique, on va pouvoir faire un travail offline, c'est-à-dire qu'on va rejouer l'écriture et on va voir tout ce qui s'est passé et on va voir tous les allers-retours qu'aura pu faire la personne qui écrivait. Alors, pardon, c'était le temps que je réactive mon micro. J'avais peur d'oublier. Donc,
Non, non, ça, c'est pas grave. Alors donc oui, je reviens sur la richesse de ces données dont vient parler Agnès. Et c'est vrai que quand on a des données à la fois orthophoniques, neuropsychologiques, des questionnaires sur les ressentis et des données textuelles à l'oral et à l'écrit, on peut faire tout un tas d'analyses. Et en plus, si on a aussi un point d'ancrage et une perspective clinique, je veux dire, on peut vraiment exploiter ce type de données pour mieux comprendre la dyslexie chez l'adulte. Donc en effet, c'est ce que disait Agnès, hein, on a des analyses qu'on dit online, où on va pouvoir travailler sur les pauses, le débit, tout le dynamisme de l'activité d'écriture, elle vient d'en parler, et puis des analyses offline. Une fois qu'on a le texte fini, on peut travailler sur le flux de l'information, la lexicalité, les positions syntaxiques, l'orthographe, la sémantique, la syntaxe, enfin voilà, on peut vraiment tout travailler dans ces textes. Et puis aussi, ce qu'on peut faire, c'est faire des études de cas. Par exemple, on peut prendre le résultat d'un individu dans le questionnaire au niveau des ressentis, puis aller voir ce que ça a donné au niveau du bilan orthophonique et neuropsychologique, et puis aller voir ses productions textuelles. Donc voilà, on peut vraiment exploiter ces données, nous permettent vraiment de pouvoir avoir plusieurs visions de la dyslexie dans plusieurs domaines. Alors maintenant, on aimerait vous donner quelques exemples d'analyse. Et là, on va vous présenter des exemples d'orthographe. Donc, au niveau de l'orthographe, quand on avait nos textes, eh bien, la première des choses à faire, ça a été de catégoriser les erreurs. Et donc, on est allé voir dans la littérature, on a fait une revue de la littérature alors pour ce qui me concerne du coup en psycholinguistique, eh bien finalement, comment on classe les erreurs. À partir de là, on a fait ce qu'on appelle en recherche des catégories d'analyse. On a défini nos types d'erreurs. Ensuite, une fois qu'on a défini ces types d'erreurs, on est allé coder les données. On est allé coder tous les textes écrits et pour chaque erreur, on lui donnait une information. Et puis, tout cela, ça nous a permis ensuite de faire donc les analyses statistiques. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, on a pu voir que les étudiants dyslexiques font en moyenne 5 fois plus d'erreurs d'orthographe dans leur texte que les étudiants contrôle à Paris. Alors, voilà, hein, vous avez les moyennes. Chez les étudiants dyslexiques, on a en moyenne, ce sont des moyennes, hein, 23 erreurs et chez les contrôles, 4,6. Et la différence, elle est significative. Alors attention, ce sont des moyennes. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que chez les dyslexiques, par exemple, la personne dyslexique qui fait le moins d'erreurs en fait quand même 12 par texte. Et puis la personne qui fait le plus d'erreurs va en faire 60 par texte. Mais chez les contrôles, finalement, la personne qui fait le moins d'erreurs, c'est 0. Et la personne qui va faire le plus d'erreurs, c'est 9. Donc vous voyez que même chez la personne même si on a des grandes différences interindividuelles, la personne dyslexique qui va faire le moins d'erreurs dans son texte fait toujours plus d'erreurs que la personne contrôle à parier qui faisait le plus d'erreurs. Voilà. Alors là, je vous ai mis aussi un exemple un extrait où on peut voir les différents types d'erreurs. La relation entre les individus est complexe. Chaque personne a, donc là avec l'homophone, hein, A avec accent, A sans accent, son propre caractère qui diffère. Donc là, on est sur une erreur phonétique et qui s'entend plus ou moins avec ses semblables, sans S, et ses dissemblables. Donc là, on est sur le pluriel du nom et plus une erreur phonétique. Les groupes sans L, social, mauvais accord, se forment donc suivant les intérêts communs, manque d'accord. Bon, voilà, c'est un petit extrait. Alors ça, c'est des analyses qu'on appelle quantitatives. On est allé compter et après, on a fait des analyses statistiques, d'accord? On a fait des ANOVA. Après, ce qu'on peut faire, c'est de l'analyse qualitative. Donc, pour aller un peu plus, avoir un peu plus d'informations sur les erreurs, on est allé voir dans tous les textes. Et puis, pour chaque catégorie d'erreurs, on est allé voir ce que ça voulait dire dans les textes. Eh bien, ce qu'on a pu voir avec cette analyse qualitative, c'est que finalement, il y a des erreurs que font les étudiants dyslexiques que ne font jamais les étudiants contrôle. C'est pas les types d'erreurs, mais c'est, par exemple, au niveau qualitatif, c'est vraiment des erreurs qu'on va jamais retrouver dans les productions des étudiants contrôle. Alors, par exemple, ça va être l'utilisation du pluriel des noms pour les verbes. Les personnes proviennent ES, c'est une erreur qu'on ne voit jamais dans les textes des étudiants contrôle, alors qu'on va l'avoir
très fréquemment dans les textes des étudiants dyslexiques. Mettre un verbe au pluriel avec un sujet au singulier, ça n'arrive jamais aux étudiants contrôle. Cette discordance ne peut être tolérée. On a aussi beaucoup de confusion chez les étudiants dyslexiques entre eux, pour les verbes du premier groupe, s'il faut l'écrire avec un E avec un accent ou ER. Nous sommes confrontés ER. Ça n'apparaît jamais dans les productions des étudiants contrôle. Mettre un verbe au singulier pour un sujet au pluriel, les situations conflictuelles entre les gens se résument E. Confondre le S du pluriel avec un X, des pinceaux S. Il y a beaucoup d'erreurs d'oubli de S du pluriel dans les productions textuelles des étudiants dyslexiques, ce qui finalement arrive très rarement dans les textes des étudiants contrôle. Ce qu'on va retrouver aussi dans les textes des étudiants dyslexiques, ça va être l'ajout du S du pluriel pour des noms au singulier, comme dans notre monde actuel S. On va avoir dans les productions des étudiants dyslexiques des erreurs de morphologie verbale vraiment très surprenantes pour des étudiants du supérieur. Attention, je recontextualise, on est sur des étudiants du supérieur quand même. Ils sont en situation de réussite, ils ont passé le bac et voilà, ils sont là. On avait des étudiants de première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième année après bac. Et on va trouver des erreurs comme tu comprends sans S, je vu, j'ai préféré EZ. Et puis, ce qu'on va voir dans les productions des étudiants dyslexiques, c'est des difficultés il y a quelque chose qui a sauté, je suis désolée du coup, à gérer les homophones, comme A avec accent, A sans accent, et aussi la segmentation. On va avoir des problèmes de segmentation des mots chez les étudiants dyslexiques qu'on n'aura pas chez les étudiants contrôle, comme par exemple parce que écrit en 3 mots, par, ce et que. Voilà. Donc, ok. Donc, en fait, maintenant, ce que je vous propose, c'est, voilà. Ce qui est aussi très, très surprenant quand on travaille sur les productions textuelles écrites des personnes dyslexiques, c'est l'inconstance. C'est-à-dire que, parfois, on va trouver les erreurs et parfois, tout va bien. Voilà. Et ça peut être dans un même texte, chez une même personne, ou même dans une même phrase. Alors là, je vous propose des exemples. Par exemple, sur la gestion du nombre et du genre, sur les noms et sur les verbes. Donc, la personne, le participant 34, va utiliser le syntagme nominal, les situations conflictuelles, plusieurs fois dans son texte. La première fois, il va écrire les situations conflictuelles au début du texte, tout va bien. Puis, la deuxième fois, un peu plus loin dans le texte, il va écrire les situations conflictuelles. Là, on perd l'accord en nombre et en genre. La troisième fois, les situations conflictuelles, ça y est, les accords sont bons. Et puis après, la quatrième fois, on voit qu'il utilise la situation conflictuelle et là, on perd l'accord en genre. Et puis encore une dernière fois, où là, l'étudiant dyslexique va écrire les situations sans S conflictuelles avec l'accord en genre et en nombre qui est bon. Donc, vous voyez, c'est très, très surprenant et ça doit interpeller. Alors, on parle souvent aussi aux enseignants et on leur dit, mais dans ces copies-là, c'est ça aussi qui est très surprenant et il faut se poser des questions quand on a de l'inconstance comme ça. Alors, je vous propose d'autres exemples d'inconstance. C'est par exemple le participant 35. Dans un même verbe, dans une même phrase, il va pouvoir bien accorder le verbe et puis le deuxième verbe, pas du tout. Donc, certaines personnes trichent ES, d'autres ne veulent pas ENT. Voilà. Donc, dans une même phrase, il va avoir une terminaison verbale incorrecte, puis après correcte. Un autre exemple, chez le participant 45, c'est pour les verbes du premier groupe, écrire « et » avec un accent ou « et ER ». Donc, pareil, dans une même phrase, il ne faut pas s'arrêter « et » E avec un accent sur ces détails pour connaître l'autre, mais il faut aller ER. Donc, ça vous permet aussi de voir qu'il y a d'autres types d'erreurs qui traînent aussi dans ces exemples-là. L'exemple du participant 68, c'est l'accord du verbe en nombre dans une même phrase. Donc, vous voyez les facteurs qui entrent, là, sans ENT, dans ce genre de situation sont souvent. Alors là, on peut se dire, ce qui lui permet d'accorder le verbe être, c'est aussi l'oral, qui est bien différent. J'aurais pu trouver un meilleur exemple, mais il y en a d'autres, c'est certain. Donc voilà, tout ça pour dire que finalement, eh bien, l'inconstance est très surprenante
Et, là, une des questions aussi qu'on s'est posées pour aller un peu plus loin, c'est finalement, est-ce que dans des constructions, il y a eu une coquille là, Agnès, je sais pas, elle a été répétée cette slide, désolée. Oui, donc c'est le fait que, en fait, est-ce que dans des constructions syntaxiques complexes, on va avoir plus d'erreurs orthographiques? Donc ça, on est aussi allé voir, par exemple, la construction syntaxique et son lien avec les erreurs. Voilà, je vais passer maintenant la parole à Agnès qui va donc partir de là pour aller en clinique. Alors, sur le plan des hypothèses cliniques, on va essayer de réfléchir à qu'est-ce que tous ces éléments sur les erreurs peuvent nous donner comme question clinique, comme hypothèse. Alors, là, les questions, moi, qui me viennent à l'esprit, c'est que, premièrement, il faut vraiment se redire que la lecture, ça doit être une reconnaissance de mots écrits. C'est-à-dire qu'on doit reconnaître des mots qui se construisent sur deux stratégies. La première stratégie, c'est une conversion graphème-phonème, c'est-à-dire des lettres qui correspondent à des sons. Et tout cela, ça va nous amener à développer une voix qu'on appelle sublexicale. On va pouvoir avoir des repérages phonologiques et petit à petit, on construit une voix lexicale qui nous permet de mémoriser des mots dans une mémoire orthographique. Donc, c'est vraiment la complémentarité entre la conversion graphème-phonème et la mémoire orthographique qui nous permet de reconnaître de plus en plus de mots écrits et de plus en plus précisément et de plus en plus rapidement. Ensuite, la transcription écrite, eh bien, c'est l'inverse. Ce sont des mécanismes psycholinguistiques complémentaires, mais ce n'est pas une reconnaissance de mots écrits. On part d'un rappel, on se rappelle des représentations alors graphophonologiques, c'est-à-dire à la fois des lettres et des sons, qu'on a stockées dans la mémoire orthographique, dans le lexique orthographique, et à ce moment-là, on va produire des mots, et comme les mots, on les inscrit généralement dans des phrases, il faudra en plus appliquer des règles de combinatoire morpho-syntaxique. Et c'est vrai qu'il faut vraiment repartir du fait que la dyslexie s'explique par deux hypothèses causales qui sont fortes, c'est-à-dire une hypothèse qui est phonologique, c'est celle que je vous expliquais avec cette question de conversion graphème-phonème, et une hypothèse qui est visuo-attentionnelle, c'est-à-dire que l'on va mémoriser peu à peu ces enchaînements de lettres dans la mémoire orthographique et du coup, on va mémoriser des mots. Alors, les erreurs, de ce fait, ont plusieurs explications possibles. C'est-à-dire que soit elles vont être plutôt en lien avec une hypothèse phonologique, avec une hypothèse visuo-attentionnelle, mais on vient d'entendre Audrey qui dit il y a une inconstance des erreurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut avoir une bonne transcription et ensuite on aura une mauvaise transcription. Donc, on peut aussi se dire qu'il peut y avoir une composante attentionnelle. Et on a dit tout à l'heure qu'on avait remarqué que le système visuo-attentionnel, le système attentionnel des personnes dyslexiques était atypique. Donc, il y a quelque chose aussi du côté du traitement attentionnel. Et aussi, on peut avoir une question de non-apprentissage parce que l'apprentissage est compliqué. Donc, l'état de la recherche ne permet pas forcément une analyse qualitative définitive. L'état de la recherche nous permet de faire ces hypothèses. Et c'est après, en clinique, que l'on va avoir une analyse pour faire des hypothèses cliniques en disant bah, c'est plutôt phonologique, plutôt visuo-attentionnel, plutôt attentionnel, ou alors à ce moment-là, ça relève d'un apprentissage qui n'est pas encore élaboré. Donc, il faut vraiment se poser la question de quelles sont les erreurs typiques des dyslexiques. Et cette idée-là ne peut se faire que si on travaille sur des échantillons importants, parce qu'il y a des travaux de chercheurs qui disent, mais finalement, est-ce que les dyslexiques ont des erreurs tout à fait typiques ou est-ce que ce n'est pas des erreurs que font les autres personnes qui auraient des difficultés par rapport à l'écrit? Eh bien, on voit bien que, notamment dans l'étude la Flexidis, il y a des erreurs qui sont faites par les enfants, les adultes dyslexiques, les étudiants dyslexiques, et pas par des étudiants qui ne sont pas dyslexiques.
Donc, ce qu'il faut, c'est travailler sur des échantillons importants, hein, au-delà des études de cas, et c'est ce qui permet de pouvoir aller sur la question de la typicité des erreurs. Alors, si on veut essayer de clarifier cette question d'hypothèse causale, alors je présenterai justement les erreurs de cette manière-là, en disant que on va différencier les erreurs d'orthographe sur la base des deux hypothèses causales de la dyslexie. C'est-à-dire que quand on vous dit il y a des terminaisons des verbes du premier groupe qui vont être en ER ou en E, là, on va être plus sur l'aspect phonographologique, c'est-à-dire qu'on a entendu quelque chose, on a entendu un son, il doit se transcrire par une lettre, une combinaison de lettres ER ou qu'une lettre E, et bien là, cette conversion se passe mal. En revanche, quand on est dans des oublis de S au pluriel ou quand on est dans des ajouts de S au singulier, quand on est dans des erreurs de morphologie verbale, la gestion des homophones, on peut faire aussi l'hypothèse visio-attentionnelle. Donc, il faut absolument différencier le traitement des connaissances orthographiques et il faut aussi essayer de comprendre est-ce que la personne connaît les règles d'orthographe. Et pour vérifier si la personne connaît les règles, eh bien, on va utiliser notamment en orthophonie des tâches de décision lexicale, c'est-à-dire qu'on ne fera pas du tout écrire la personne, on va lui proposer des configurations et on va faire choisir la personne. Surtout éviter de la faire écrire, hein, parce que ça peut rajouter de la difficulté. Ensuite, on va s'intéresser au recodage orthographique et là, à ce moment-là, on lui fera faire une tâche de production écrite. On peut lui faire de la copie, on peut lui faire compléter des mots, on peut lui faire faire des dictées, on peut lui faire de la production spontanée. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on aura une contrainte qui sera différente. Ce qui m'amène à la conclusion suivante, c'est que on doit concevoir la production écrite dans toute sa complexité. Et à ce moment-là, on doit avoir un recours au modèle théorique, notamment celui de Hayes et Berninger, qui montre que quand on demande à quelqu'un d'écrire, il y a une question de graphomotricité. Il faut générer des idées, hein, traduire sa pensée par des mots. Il faut transformer ces mots en mots écrits. Et en plus, généralement, on a cette possibilité de contrôle et de révision du texte. Donc, faire une dictée, c'est tout cela. Ce n'est pas simplement ne pas faire de faute d'orthographe. J'allais oublier de réactiver le micro, pardon. Donc, le deuxième exemple dont on voudrait vous parler, c'est ce mécanisme de révision, c'est-à-dire la relecture et la correction de son propre texte. Alors, la révision, c'est quand même une activité complexe hein, qui va nécessiter une lecture très habile de son propre texte, avec un traitement visuel des mots, leur analyse phonologique, une association sémantique. Et c'est vraiment un processus qui va pouvoir être altéré par la dyslexie, non seulement par un déficit phonologique, par des problèmes d'attention visuelle et par des difficultés de traitement syntaxique et sémantique. Et c'est vrai que dans la littérature, on va trouver un effet secondaire de ce mal-être face à l'écrit. C'est vraiment un rapport qui peut être anxiogène et conflictuel avec l'écrit. Et c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure, c'est que Horowitz et Breznitz parlent même d'un déficit du mécanisme de détection des erreurs, avec une impossibilité à identifier toutes les erreurs et à les corriger. Et or, la révision de son propre texte, c'est à la fois lire, donc ce qui peut poser problème chez les personnes dyslexiques, et à la fois identifier ces erreurs et les corriger. Donc nous, on est allé voir ce qui se passait pour les étudiants dyslexiques et les étudiants contrôle. Je vous mets un petit exemple ici. Donc l'étudiant a écrit sur les 2 jours, on a rangé et nettoyé toutes les salles pendant 1 jour. Et quand il arrive au mot jour, il va s'arrêter et Agnès, si tu peux mettre la suite. Pardon. C'est pas grave. Il va s'arrêter et il va remonter sur la première occurrence du mot jour pour aller insérer un S du pluriel. Donc ça, c'est un type de révision qu'on peut trouver dans les productions. Donc c'est un exemple. Donc, qu'est-ce que les analyses révèlent? Les analyses révèlent que les étudiants dyslexiques font le même nombre de révisions et les mêmes types que les étudiants
contrôle à parier. Donc, on peut se dire, jusque-là, tout va bien. Bon, la seule petite différence, c'est qu'ils vont quand même faire plus de révisions de type orthographique que d'autres types de révisions dans les textes. Néanmoins, ça reste un mécanisme de révision moins efficace. Pourquoi? Parce qu'on a dit tout à l'heure que les étudiants dyslexiques font 5 fois plus d'erreurs que les étudiants contrôle, sans pour autant faire plus de révisions. Donc, on aurait pu s'attendre à plus de révisions puisqu'ils font plus d'erreurs. Eh bien, pas du tout. Les étudiants dyslexiques se corrigent aussi moins bien. Dans les productions, on va pouvoir trouver des formes incorrectes qui vont rester incorrectes malgré une révision. Donc, la correction est fausse, et des formes correctes qui vont devenir incorrectes, donc avec un effet de surcorrection. Et ce qu'on a pu voir aussi dans les analyses, en faisant un peu de... Là, donc, on a fait de l'analyse quantitative, on est allé voir avec des analyses statistiques si les étudiants dyslexiques faisaient plus ou moins de révision que les étudiants contrôle. On est allé voir les types, on est allé voir leur localité dans les textes. Donc, tout ça, c'était du quantitatif. Et puis, on est allé faire du qualitatif. Et en fait, ce qu'on a pu observer, c'est que les étudiants dyslexiques ont quand même une moins grande variété de révisions orthographiques. En fait, ils se focalisent vraiment sur certains types de révisions, comme les homophones, comme les lettres visuellement proches, ou la confusion du participe passé et de l'infinitif. Alors, on peut se demander, et ça, on pourra en discuter avec Agnès, si c'est pas lié à leur remédiation. Est-ce qu'on leur a pas appris finalement à aller réviser un certain type d'erreurs dans leur texte et de faire par exemple une relecture pour les homophones, une relecture pour le participe passé, enfin voilà. Donc c'est des questions qu'on peut se poser. Voilà, alors on a été un petit peu longue, mais on arrive à la fin de notre exposé pour vous montrer que finalement, cette dyslexie adulte, on gagne vraiment à la comprendre, à la travailler, à l'approfondir avec les 3 piliers que l'on nous propose dans l'activité clinique aujourd'hui, c'est-à-dire l'evidence-based practice, c'est-à-dire que on a cette recherche de littérature qui nous permet de mieux connaître la dyslexie adulte. À côté de ça, on a vraiment cette question d'expertise clinique où on a essayé de vous montrer les liens que l'on peut faire à partir de la revue de littérature, c'est-à-dire qu'on va essayer justement de s'appuyer sur cette revue de littérature pour finalement comprendre les données de la vie réelle et le vécu des patients, y compris le ressenti. C'est ce qui est appelé préférence du patient dans l'EBP. Et là, on est complètement dans une vision tripartite de la dyslexie adulte qu'on a essayé de vous présenter aujourd'hui avec cette présentation. Merci beaucoup pour cette présentation. On va reprendre la parole juste pour vous expliquer comment comment vous allez pouvoir poser vos questions. On vous propose de mettre votre nom dans le chat si vous avez une question et on vous donnera la parole les uns après les autres. Parce qu'on se dit que c'est sympa de vous entendre parler et puis si ça fonctionne pas bien, vous pourrez poser vos questions par écrit. Donc allez-y, mettez votre nom dans le chat et puis on vous donnera la parole. Eh ben Lucie, on t'écoute. Bonjour, vous m'entendez? Très bien. Alors, merci beaucoup pour cette présentation très complète. Je suis étudiante en orthophonie et je m'intéresse à la dyslexie chez l'adulte dans le cadre de mon mémoire. J'avais une question par rapport aux batteries justement de tests qu'on peut utiliser chez l'adulte. Il me semble qu'elles sont pour la plupart très anciennes. Est-ce qu'il y aurait un travail de recherche en cours pour créer justement une nouvelle batterie pour évaluer la dyslexie chez l'adulte? Et sinon, quelle batterie vous utilisez en clinique? Alors, je pense que c'est la question m'est un peu destinée. Oui, c'est ça, exactement. C'est vrai que moi, j'ai une activité clinique essentiellement avec des adolescents.
Donc, j'ai pour le moment des outils avec les adolescents et c'est vrai que vous avez complètement raison que pour le moment, on n'est pas du tout sur des batteries, comment dire, en tout cas qui vont nous permettre d'aller sur les éléments qu'on vous présente là avec la recherche, hein. Donc, il y a des, je n'exerce pas pour le moment d'activité clinique, moi, au niveau des adultes. Donc, j'utilise quasiment pas d'outils d'adultes. Et c'est vrai que, alors, il y a une batterie quand même qui existe et il faut que je retrouve le nom. Je vais juste faire un saut à ma bibliothèque. Et je vais peut-être retrouver. Où est-ce qu'il est? Ah voilà, je l'ai. Donc, je ne l'ai pas utilisé beaucoup, mais c'est la, voilà, c'est la batterie Evalad. Ah oui, d'accord. Evalad, donc qui est plutôt sur les adolescents de première et de terminale. Et donc, on parle aussi des adultes. Et pour l'avoir utilisé dans des expertises, enfin, j'ai eu, moi, expertisé deux jeunes adultes d'une vingtaine d'années pour des traumas crâniens et il fallait justement faire un diagnostic par rapport à la dyslexie ou pas. Et j'ai utilisé Evalad dans ce cas-là. Donc, je l'ai utilisé, vous voyez, sur des jeunes adultes, encore une fois. Pour des adultes, je répondrai non à la question. Et effectivement, j'utilise aussi la batterie LIFAC, mais ce n'est pas pour des adultes, hein. Encore une fois, c'est pour des adolescents. D'accord. Aussi, je ne sais pas si vous connaissez cette référence. Je ne sais pas si... Ah ben on voit pas, ça floute. La dyslexie à l'âge adulte, approche neuropsychologique. Et il y a un chapitre dedans sur le dépistage et diagnostic de la dyslexie à l'université. D'accord. C'est un chapitre qui vient... Enfin, c'est un bouquin qui vient de sortir, donc c'est assez récent. Donc voilà, ça peut aussi donner des pistes de réflexion sur cette question. D'accord, merci beaucoup. De rien. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Vous pouvez mettre votre nom dans le chat. Alors, j'en profite. Est-ce que vous avez des patients adultes, c'est aussi un petit peu dirigé à Madame Vico, qui viennent à l'âge adulte pour faire des séances d'orthophonie qui ne l'ont jamais fait avant? Alors, pas moi personnellement, hein, puisque moi, ma clinique n'est pas en adulte, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que depuis qu'on travaille avec Audrey, le fait de communiquer nous a entraîné des contacts. En tout cas, il y a des patients adultes qui nous contactent et qui ont plusieurs, voilà, qui souhaitent en tout cas discuter avec nous. Alors, dans ces personnes adultes qui nous contactent, il y a plusieurs choses qui apparaissent. C'est qu'il y a des personnes, enfin, je dirais, à tous les âges, puisque là, je pense à une personne d'une cinquantaine d'années, hein, une personne voilà, une cinquantaine d'années qui veut absolument faire un bilan, hein. Après, il y a des personnes qui font des rééducations à tous les âges, ça c'est sûr, puisqu'on a été contacté par un professionnel qui nous dit avoir une patientèle adulte, hein. Donc, et puis, il y a aussi des adultes qui en ont marre, qui ont un peu ras-le-bol de la dyslexie et qui aimeraient travailler sur la dyslexie comment dire, en recherchant un autre regard de la société. Donc, vous voyez, il y a vraiment des demandes, des besoins de la part d'adultes dyslexiques, mais avec différentes comment dire, demandes. Tout n'est pas équivalent. Ça peut passer par la rééducation, mais ça peut passer par d'autres demandes. Oui, et puis si je peux compléter, il y a en effet des orthophonistes qui, à des moments donnés, ont participé dans ces projets, qui nous disaient quand même que le bilan était bien sûr possible à l'âge adulte, même si les batteries, on l'a vu, sont pas, voilà, c'est pas évident.
mais le suivi aussi. Et donc, c'est un suivi qui est assez différent, beaucoup plus ponctuel, avec des demandes bien spécifiques. C'est sûr que c'est pas le même suivi qu'un enfant, mais ces personnes-là disaient que c'était vraiment bénéfique. Alors, je vous mets aussi un lien dans le chat sur un article de Bruno Saraudet qui parle un peu de l'accompagnement adulte dans une revue, dans un numéro qu'on a coordonné avec Agnès. Voilà, vous pouvez avoir quelques informations. Et puis voilà, c'est vrai que c'est moins fréquent, mais nous en tout cas, depuis qu'on travaille ensemble avec Agnès, on en entend de plus en plus parler du bilan et du suivi à l'âge adulte. Audrey, est-ce que c'est le lien du dossier dont j'ai parlé en début d'exposé? Oui. Voilà, c'est le lien. Donc voilà, c'est le dossier que j'évoquais tout à l'heure qu'on a fait pour l'orthophoniste. Merci beaucoup. On a encore le temps pour quelques questions, hein, donc n'hésitez pas. Alors, on a encore Lucie qui veut poser une question. Oui, désolée, je veux pas monopoliser la parole, mais du coup, j'en profite. J'avais une question aussi par rapport au questionnaire que vous mentionnez sur les freins psychosociaux, sur la qualité de vie. Est-ce qu'il y en a des spécifiques pour les troubles spécifiques des apprentissages ou pour les troubles neurodéveloppementaux qui existent à utiliser en clinique? Alors moi, à ma connaissance, enfin, je parlais surtout de questionnaires utilisés dans la recherche. C'est des références anglo-saxonnes, donc je ne connais pas d'outils francophones de cette sorte. Mais il faut vraiment regarder les travaux de Aft et collaborateurs ou me contacter directement par mail et je vous donnerai quelques références sur des travaux de recherche, mais bon, ce ne sont pas des outils cliniques. D'accord, merci beaucoup. Et votre adresse mail, on peut... Bah, vous pouvez l'avoir facilement auprès des organisateurs de cette D'accord, conférence. merci, merci beaucoup. On a une question. Est-ce que Catherine, vous voulez prendre la parole? Sinon, je peux lire la question. Notre association reçoit beaucoup de demandes de bilan pour les adultes dyslexiques. C'est pas une question en fait. Oui, je trouve que c'est vraiment une question actuelle, hein, et avec Agnès, on a reçu en une semaine 2 mails de 2 personnes orthophonistes qui nous disaient suivre les adultes. Donc, c'est une question à approfondir et à travailler, en effet. En tout cas, ça confirme vraiment ce besoin d'aller plus loin aussi que de faire des bilans. Enfin, je pense qu'il y a vraiment comment dire, une certaine forme pas de banalisation, mais c'est vrai que la question du diagnostic peut aussi être à la fois comment dire, une ressource, mais aussi il faut aller peut-être des fois plus loin que cette question diagnostique pour mieux comprendre la spécificité du traitement cognitif, neurocognitif, tout ce qui est fatigabilité, émotivité, parce que je pense qu'il y a des adultes qui se sentent vraiment lésés sur le plan social et professionnel, alors qu'au final, c'est un trouble neurodéveloppemental et on aurait peut-être moyen d'avoir un autre regard et proposer des évaluations. Enfin, ce que m'a dit un adulte il n'y a pas longtemps, c'est vraiment cette idée que
au niveau des entretiens professionnels, c'était très compliqué pour cette personne parce que le fait d'être, comment dire, angoissée entraînait une logorée verbale. Et finalement, cette logorée verbale a pu être travaillée, pour le coup, en séance d'orthophonie, parce que cette personne allait voir un orthophoniste, hein, puisque c'est une histoire particulière. Donc, pour vous dire que voilà, la dyslexie, ça entraîne tout un tas de comportements qu'il faut absolument gérer. Et ça ne m'étonne pas que vraiment... Alors, il y a il y a deux autres remarques dans le chat. La question du passage du permis de conduire, c'est vrai que j'ai appris, mais pas pour la dyslexie, pour un jeune dysphasique, qu'il y avait des agences, je ne trouve pas le nom, de permis de conduire, enfin pour préparer le permis de conduire, qui avaient des modalités de formation tout à fait adaptées à des troubles 10. Hein, donc il peut y avoir, je pense, voilà, des ressources qui sont complètement adaptées à une personne qui aurait un trouble 10 et peut-être un trouble de la lecture. Et puis juste pour rebondir sur la remarque, la difficulté à trouver des orthophonistes disponibles. Alors je suis pas orthophoniste, mais bon, j'en côtoie quelques-uns ou quelques-unes. Et Agnès pourra rebondir aussi, hein, mais notamment quand on parle avec Bruno Sarodet, il dit effectivement que la profession, elle est complètement saturée, quoi. Vraiment, et la solution, bon, bah, elle est pas simple. Je pense que déjà il faut parler de solutions plurielles et que ça va pas se désengorger facilement et tout de suite, quoi. Mais oui, je sais à quel point ça peut être difficile de trouver des orthophonistes et je suis désolée de pas pouvoir vous donner une solution, quoi. Mais voilà, c'est connu, c'est reconnu, et je pense que les associations professionnelles travaillent aussi beaucoup sur ça. Ils sont conscients du problème. Et quand on parle, par exemple, voilà, avec Bruno Saroguet, qui était à l'URPS, voilà, c'est une des batailles, quoi. Voilà. Alors, je vois deux autres... enfin, je me permets de lire le chat. Flore, ou vous voulez intervenir? Allez-y. La question de est-ce qu'on va informer les enseignants? Alors, la demande de ce soir, c'était une demande de l'association, hein, donc peut-être que Flore et Marie-Lou peuvent revenir sur pourquoi on nous a demandé d'intervenir ce soir. Après, nous, on est vraiment sur cette idée, effectivement, comment dire, de développer des projets de recherche en lien avec la société. Enfin, en tout cas, moi, en étant à la fois chercheur et clinicienne, j'ai vraiment cette idée-là de faire des ponts entre la recherche et la société. Donc, pour aller parler à des enseignants, pourquoi pas, sous une forme ou une autre, pourquoi pas. Alors, la question, je sais pas, tu veux compléter, Audrey? Oui, je me permets juste de compléter rapidement. Au début des projets, quand on a commencé il y a 10 ans, on avait beaucoup de demandes, hein. On est beaucoup intervenu, notamment dans des établissements d'enseignement supérieur à Lyon. Et du coup, comme on avait des demandes régulières, que ce soit par les missions handicap ou même les équipes pédagogiques, on peut en faire, hein, mais ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a mis en place un MOOC dont je vous mets le lien dans le chat. Et donc, c'est un MOOC qui s'appelle Étudiants dyslexiques dans mon amphi, comprendre et aider. Alors, à la base, on visait, comme on travaille sur les étudiants dyslexiques, on visait les enseignants du supérieur. Ce MOOC, c'est la 4e édition et on sait que des professeurs, des instituteurs, des institutrices de primaire, collège, lycée le suivent. On a de très bons retours et on essaye de le compléter. Alors, d'année en année, on a rajouté des séquences. Là, cette année, vous pensez bien qu'avec le Covid, c'était compliqué. Donc, c'est pas pour cette année, mais l'an prochain, avec Agnès, on prévoit d'ajouter une séquence. C'est un petit rappel aussi implicite pour Agnès, mais elle a compris qu'on a ça à faire toutes les deux. Voilà, on aimerait rajouter une séquence sur un peu plus pédagogique, quoi. Voilà, donc je vous ai mis le lien du MOOC
dans le chat et on essaye de faire un peu de com, hein, donc n'hésitez pas à vous inscrire, les inscriptions sont ouvertes et le cours commence en janvier 2021. Voilà pour la question sur les interventions dans les établissements scolaires. Alors on peut le faire, on peut pas le faire non plus trop de fois dans une semaine, quoi. C'est compliqué avec toutes notre charge de travail et nos missions, mais on peut le faire et surtout on essaye de développer des supports, donc que ce soit avec le MOOC ou tout à l'heure Agnès a aussi mentionné, je vais vous mettre un autre lien, elle a aussi mentionné un colloque qu'on a réalisé sur la dyslexie à l'âge adulte et donc du coup on a enregistré toutes les conférences et vous pouvez retrouver les vidéos en suivant ce lien. Je vous le mets. Et après, je me tais et je passe la parole. Merci. Alors, je trouve qu'il y a une question très intéressante dans le chat sur les liens entre adolescents haut potentiel et 10. Y a-t-il une corrélation particulière ou s'agit-il d'un hasard? Alors, est-ce que je dois entendre 10 en termes de dyslexie? Puisque ce soir, on travaille surtout, on vous parle surtout de dyslexie et moi, je me sens plus légitime pour parler de dyslexie et pas des troubles 10 en général parce que déjà la dyslexie, je me rends compte que c'est tellement complexe et que là, je pense qu'il y a quand même un grand public aussi d'étudiants ou d'orthophonistes. Je pense qu'il faut vraiment rentrer dans le détail et aller au-delà de certaines connaissances qui sont vraiment approfondies. Alors, quand vous dites adolescents au potentiel et 10, alors moi je dirais dyslexie, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la question de l'attention qui est atypique. Et on va essayer de voir est-ce qu'il y a un trouble de dyslexie et est-ce qu'il y a un trouble de l'attention. Donc, c'est pareil pour haut potentiel et dyslexie. C'est-à-dire qu'on va différencier les deux. C'est-à-dire qu'on va chercher des traits un petit peu déterminants qui qualifieraient un adolescent au potentiel et on va regarder s'il y a des traits qui qualifieraient une dyslexie. Et ensuite, on va réunir les deux et on va voir si on a deux entités ou si au contraire, on en a une des deux qui va dominer sur l'autre. Et à ce moment-là, on aura un trouble principal ou un fonctionnement principal et un fonctionnement associé. Mais vous voyez, c'est difficile de répondre comme ça parce que je pense que c'est vraiment lié à des individus particuliers. Et j'aurais peur de faire des amalgames. Moi, je voudrais répondre à Nisrine. Alors oui, certaines erreurs peuvent vous paraître courantes, mais c'est pour ça que j'ai recontextualisé à un moment donné pour dire attention, on est sur des écrits d'étudiants du supérieur. Et vraiment, les erreurs que j'ai énoncées, qui étaient typiques dans des textes des étudiants dyslexiques, n'ont pas été du tout retrouvées dans les textes des contrôles. Et ce qu'on va trouver dans les contrôles, ça va par exemple être l'accord du COD avec le verbe avoir quand le COD est placé avant. Voilà, ça c'est le type d'erreur qu'on va trouver dans les productions des étudiants contrôle. Donc on est sur des types d'erreurs quand même, j'allais dire de haut niveau, mais si on peut parler d'erreurs de haut niveau, mais vous voyez, c'est pas le même type d'erreur que confondre E avec un accent et EER ou de confondre A avec un accent et A sans accent. Les confusions d'homophones, les étudiants contrôle, dans leur copie, on n'en a trouvé aucune. Hein. Utiliser le A avec accent pour le A sans accent, jamais. Mais encore une fois, je recontextualise, on est sur des productions d'étudiants du supérieur. Et puis aussi, ce que je voudrais dire pour parler de ces erreurs, c'est que c'est des types d'erreurs qu'on va retrouver logiquement et normalement dans la courbe développementale d'acquisition de la langue écrite du français chez l'enfant. Qu'un enfant de CM2 confonde le E avec accent ou le EER, bon, voilà, il est en phase d'apprentissage, c'est plutôt normal. Ce qui est moins, c'est quand l'erreur, la confusion perdure, et là, on est dans le supérieur, donc c'est une erreur qui ne devrait plus être là dans le supérieur. Mais en tout cas, quand on compare les copies, les textes des étudiants dyslexiques et des étudiants contrôle, on voit bien que les étudiants contrôle ne font plus ces erreurs-là. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Miss? Je recherche votre mot. Voilà. Alors, je vais lire les autres messages, hein, j'arrive.
Alors oui, oui, je rebondis aussi sur votre commentaire hein, sur le haut potentiel et la dyslexie. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que a dit Agnès au préalable. Mais c'est vrai que quand on écoute les témoignages, on entend quand même pas mal de cas d'individus qui présentent une dyslexie, dysorthographie avec un haut potentiel. Et j'ai l'impression, en lisant des documents ou en écoutant des témoignages, que c'est surtout c'est vrai pour des bilans tardifs. Tu vas me dire, Agnès, ce que tu en penses. Et c'est comme si pendant plusieurs années, avec le haut potentiel, l'enfant compense son trouble tout seul, et puis arriver soit au collège, soit au lycée, soit dans l'enseignement supérieur, parce qu'on a des témoignages d'étudiants qui nous disent, bah moi je me suis fait bilanter en première année de fac, qui quand la demande de travail excède un peu ce que la personne peut compenser toute seule, eh bien là, boum, euh, on n'arrive plus à gérer. La charge cognitive, elle est trop importante et la personne peut plus euh, euh, compenser son trouble toute seule. Et donc, c'est là où on va avoir de grosses difficultés qui vont apparaître presque du jour au lendemain. Et quand on va faire un bilan, il y a un bilan de dyslexie qui va tomber. Et en fait, il y a des témoignages qui vont en ce sens en disant ben, la personne a pu compenser parce qu'en même temps, il y a un potentiel. Il y a un moment, elle n'y arrive plus. Donc voilà, mais là encore, moi, c'est des témoignages, c'est voilà, j'ai pas de données scientifiques là-dessus, mais en tout cas, ce sont des types de témoignages qu'on entend pas mal en effet. Je sais pas ce que tu en penses, Agnès. Bah, moi, ce que je pense fondamentalement, c'est qu'on arrivera à plus de clarté, à mieux comprendre les personnes dyslexiques et les personnes au potentiel quand on arrivera à mieux comprendre le fonctionnement de l'attention. Parce que c'est vraiment, je pense, dans ce fonctionnement attentionnel atypique qu'on a des solutions parce que on est loin d'avoir tous les éléments de compréhension. Alors, je voulais répondre à la question sur que pensez-vous de l'outil informatique pour la compensation? Alors, je vais répondre à la question, mais je ne la poserai pas comme ça. C'est-à-dire que je pense que l'outil informatique est un moyen plus pour l'adaptation. Je réserverai le terme de compensation à la compensation, je dirais, naturelle que met en place la personne dyslexique pour arriver comment dire, à dépasser certaines entraves cognitives. Hein. Donc, je pense que l'outil informatique peut être intéressant pour l'adaptation des supports et de voilà avoir un prédicteur d'orthographe. C'est très difficile de se servir d'un prédicteur d'orthographe, donc je pense qu'une personne dyslexique, entre guillemets, normalement intelligente, peut trouver un bénéfice à utiliser un prédicteur. Donc je pense que l'outil informatique peut être tout à fait intéressant, mais premièrement, il faut que la personne ait des capacités pour s'en servir, qu'on puisse aussi la former pour trouver les bons outils, parce que c'est pas facile de trouver les bons outils informatiques. Hein. Et je parlerai plus d'adaptation que de compensation. Alors, je vais revenir sur la remarque ou la question de Nisrine sur voilà si on met un S à mer, c'est parce qu'il y a plusieurs vagues. Bah là, on est sur du méta, quoi. Alors moi, mes données, elles permettent pas de répondre à cette question et ça reste de l'hypothèse et de l'interprétation. Mais ce qui pourrait être en effet intéressant, c'est de faire produire une personne et de revenir sur chacune de ces erreurs pour essayer d'expliciter et de faire un peu de méta. Voilà. Mais c'est vrai que moi, mes données ne me permettent pas de trancher et de vous dire, bah oui, c'est ça. Mais ce serait super intéressant. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas pris le temps de faire, mais en effet, de reprendre la copie, le texte avec la personne et de dire, bah voilà, pourquoi tu as mis un S amer, quoi. Voilà. Alors, je complète parce que c'est exactement ce que je voulais dire tout à l'heure quand je disais que l'orthophoniste travaillait online et que sur le online, on peut faire du méta. On n'a pas de tablette graphique, mais on peut faire de la métacognition
et justement aller enquêter sur les arrimages sémantiques, hein, parce que pour écrire, on a du phonologique, du visuo-attentionnel et du sémantique. Hein. Donc, il y a des modèles qui décrivent très bien ça. Et je pense que effectivement, l'interaction avec le patient peut tout à fait être intéressante à ce niveau-là. Bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, j'ai pas l'impression. Bon, eh bien en tout cas, Agnès Vico et Audrey Mazurpalan, nous tenions à vous remercier pour cet exposé qui a été plein de dynamisme, qui a été très riche, clair et surtout enrichissant pour nous. Merci d'avoir accepté de collaborer avec l'AEOL, d'avoir su aussi vous adapter malgré la situation sanitaire au dernier moment, d'avoir pris des décisions quelques jours avant le jour J. Voilà, nous tenions vraiment à vous remercier, à vous remercier sincèrement.